C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qu'il vous faut. Je suis à court de mots qui finissent par O, mais on ne fera pas de météo, je peux dire ça, aujourd'hui. Bonjour, Alain. Alain. De raison d'en parler, c'est une journée, Non. une semaine qui est tout à fait banale, grise et moche. Il n'y a jamais de raison de parler de météo dans une balado intemporelle. Ouais, mais c'est un Mais truc, on le c'est fait culturel. pareil. On est au Québec, Voilà. on parle de météo. Je peux vous dire, service à la clientèle, quand j'étais au cégep et à l'université, puis je travaillais dans les stations de service, et je vous dis pas quoi, on parle de la météo. On aime ça. On pourrait parler de la circulation aussi. Mais ça, Ben, ça, c'est extrêmement précis dans le temps et dans le lieu, parce qu'on peut pas dire « Ouais, puis il fait beau sur les routes, hein? » Ouais, non, c'est un peu il y difficile. a de la congestion là, sur la route. On va saluer et on va remercier nos partenaires pour 2024, Plan Hub, TELUS, Hello Darwin. On a aussi pour nos entrevues l'hébergeur québécois Planet Toaster. J'ai la tasse Planet Toaster ici. Ils hébergent nos deux sites, Alain et moi. Vraiment, vraiment chouette. Je vais parler un petit peu d'Hello Darwin tout de suite, si tu permets. C'est le Tinder des fournisseurs pour les entreprises. Hello Darwin se spécialise dans l'obtention des subventions et pour la transformation numérique de votre organisation qui n'a pas besoin de plus de ressources pour sa transformation numérique. Ça aide les entreprises au Québec, dans l'ensemble du Canada, peut-être même dans le monde entier. Demandez-leur, je suis très curieux. Hello Darwin vous aide à obtenir l'aide financière nécessaire pour vos projets numériques, je l'ai mentionné. Il travaille avec vous pour obtenir facilement et rapidement toute l'aide et tout le soutien et tous les partenaires que vous avez besoin pour l'exécution de vos projets. C'est la référence dans le domaine hellodarwin.com. Allez les visiter tout de suite. Merci à vous, hellodarwin.com. Allez voir ça, effectivement. On parlera de Planet Hoster, un autre partenaire plus tard dans l'émission. Émission qui s'annonce chargée. On a plein de sujets cette semaine. On va parler de des VPN qui vont et qui viennent parce qu'il y a du nouveau et du moins nouveau dans ce secteur-là. On va parler des influenceurs, des avatars d'influenceurs que TikTok veut créer pour ses annonceurs. Ça, c'est... Je sais pas, Thomas, ça a une petite nausée quand je parle de ces affaires-là parce qu'il y a comme trop de mots dans cette phrase-là qui font comme « ouais ». Parler de la fin des puces Intel et AMD en Chine anticipée bientôt, ça, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai une liseuse Kobo que j'ai testée cette semaine qui a comme particularité d'être toute en couleur. Ça, c'est assez nouveau. Et Pascal, c'est drôle parce que de temps en temps, on fait l'édition cuisine d'une tasse de tech. Et là, tu as pour cette édition-là une cuiseuse de riz qui m'apparaît, ma foi, fort ingénieuse. J'aime ça, les appareils qui simplifient la cuisine et la cuisson. Tu pèses sur le piton puis ça cuit et ça marche merveilleusement bien. Ben, on aime ça, mais avant, parce que c'est quand même une balado techno qui fait le tour de l'horizon de la semaine, on a nos espressos de tech pour partir ça. Et Pascal, tu nous passes avec des nouveautés Sonos qui devraient être présentées le 7 mai prochain. Oui, le 7 mai, à moins qu'évidemment, ils découvrent qu'il y a des bugs. C'est une nouvelle interface pour l'application Sonos. Et je suis content parce que pour moi, l'application Sonos, autant j'aime le système, autant que je trouve que l'application est pas très satisfaisante. 80% du temps, je passe par Spotify pour contrôler Sonos parce que l'application n'est pas terrible. On va pouvoir ajuster le volume partout dans l'application Sonos. On va pouvoir mettre ses favoris dans sa page d'accueil. Et tout ça, on imagine, c'est en prévision des écouteurs sans fil Sonos qui sont annoncés. La rumeur circule depuis un moment. Des écouteurs sans fil qui seraient parfaitement intégrés à son système Sonos. Alors, j'imagine, je vois très, très bien le cas de figure où on pourrait entrer à la maison avec ses écouteurs et diffuser dans toute sa chaîne Sonos, enlever ses écouteurs, ou le contraire, on met ses écouteurs et boum, ça coupe le son partout. Ça serait une fonction extraordinaire. Mais ils avaient déjà cette fluidité de lecture avec leurs petits haut-parleurs portatifs là, où tu pouvais passer d'un à l'autre en les plaçant un près de l'autre. Donc, les écouteurs pourraient servir la même fonction. Oui, si ça fait ça, ça serait vraiment, vraiment génial. Alors, pour ceux qui ont des systèmes Sonos, vous devriez voir dès le 7 mai, on devrait vous proposer une nouvelle interface. Très, très hâte de voir ça. Je vais proposer un petit casse-tête pour votre esprit, les gens qui suivent un peu la techno. Imaginez un jour si Spotify et Sonos combinaient leurs activités dans une seule entreprise. Qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait fou. Là, ça donnerait une application très propriétaire. Sonos se veut quand même assez agnostique. Mais quand même, ils ont la radio Sonos, ils ont, clairement, ils veulent...
Puis ça fait un bout de temps qu'on entend parler, là, c'est moins évident en ce moment, mais Spotify pensait lancer ses propres enceintes connectées il y a quelques années. Rappelons-nous, parce que c'est un peu l'inverse qui s'est produit, que Roku est né de la volonté de Netflix de développer ses propres appareils il y a de cela plusieurs années. Ouais, c'est l'inverse. Bref, il y a souvent des choses comme ça qui sont intéressantes à réfléchir sur. En bon français, c'est ça qu'on dit. Je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle ou si c'est juste quelque chose qui était prévisible, mais Google a annoncé qu'ils vont tirer la plug sur le VPN inclus dans leur service Google One, faute d'avoir généré une quelconque popularité auprès des utilisateurs. Je serais curieux de voir la popularité de Google One tout court, là, le service par abonnement tout en un de Google, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse traction. Surtout que tous les services Google sont dans version gratuite, en fait, généralement assez facile et assez complet. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Et il y a un VPN gratuit de mémoire dans les téléphones Pixel qui de toute façon est déjà là. Et si tu me dis VPN et Google dans la même phrase, j'ai un peu de la misère parce que souvent, les VPN, c'est pour contourner certaines limites, notamment protéger ses données de géants du numérique, y compris Google. Donc, peut-être que ça n'a pas su générer la confiance nécessaire pour que les gens adoptent ce service-là. Et on va se dire les vraies affaires, il existe beaucoup de bons VPN gratuits, dont celui de Proton, une compagnie suisse. Donc, on comprend que ce service-là va disparaître. Google One demeure, évidemment, mais sans cette fonction de VPN, mais continue avec tout le reste qui est offert dans ce service-là. Mais Je suis un peu déçu parce que j'avais le service Google One pour gérer, entre autres, mon adresse de courriel pascalforgette.com. Et là, donc, je m'en servais de temps en temps. Mais oui, j'utilisais de plus en plus Proton VPN, qui est mon petit chouchou. D'ailleurs, je voulais en reparler. Ben voilà. Parce que Proton, qui a déjà une suite, au début, c'était juste des courriels avec accès sur la vie privée, avec le codage de bout en bout. Ils ont ajouté le stockage en ligne, ils ont ajouté un service de VPN qui n'est pas piqué des verres. Jetez un coup d'œil sur mon site, j'en parle. C'est une option à considérer. Ils ont fait l'achat d'une application, un service de prise de notes qui s'appelle Standard Note, qui était lui aussi axé sur la vie privée, encodage de bout en bout. Donc, ils l'ont acheté. C'est pas encore intégré dans la suite Proton. J'assume qu'il va y avoir des connexions qui vont se faire et que ça va faire partie de la petite suite. Fait que j'imagine que Proton, la suite Proton, va devenir peut-être un achat de plus en plus alléchant pour ceux qui veulent vraiment. Tu sais, on dit tout le temps, je veux pas que Google regarde ma vie privée, je veux pas que Facebook regarde Meta regarde ma vie privée, mais on donne nos données allègrement. Ceux qui sont plus cohérents vont peut-être payer 100 quelques dollars par année, c'est à peu près le prix des services Proton VPN pour avoir cette suite-là axée sur la vie privée. Écoute, dans la catégorie avoir de la suite dans les idées, je veux dire ceci. Il me semble que Proton et BlackBerry, en fait, il me semble que Proton devrait être ce que BlackBerry aurait dû être en termes de service. Parce que BlackBerry se la joue service de sécurité. Évidemment, ils sont plus dans le secteur interentreprise. Imaginons un instant que l'entreprise canadienne BlackBerry ait pensé à ça avant et aurait pu être le Proton, qui est une compagnie suisse. Ben oui. Donc, je lance l'idée, si, mettons, Sonos et Spotify font une fusion, peut-être que Proton et BlackBerry pourraient se parler. Et moi, imagine si Sears, tu sais, le catalogue Sears, s'il avait pensé à vendre en ligne avant Amazon. Imagine, il y avait le service de distribution, il y avait la marque, il y avait tout. Ils se sont écrasés. Amazon est arrivé quelques années après. Kodak avait lancé son propre iPhone aussi, t'imagines? Avec un appareil photo. Le service de location de vidéo. Blockbuster avait lancé son propre Netflix. S'il avait lancé son propre Netflix, ben non, des fois trop tôt, ça ne marche pas. Pour ceux à qui il reste encore un peu de cerveau après toute cette grande conversation, on a vu les premiers essais du fameux téléphone sans téléphone, là, le AI PIN de la compagnie Human, qui de mémoire, a été fourni par des anciens ingénieurs d'Apple. C'est toujours comme ça qu'on présente les startups pour leur donner plein de monde, de toutes sortes d'entreprises. Ouais, mais là, c'est pas le succès tant attendu, là, malheureusement. Oui, c'est très drôle, parce que le AI PIN, c'est quelque chose que, bien évidemment, en tant que chroniqueur techno, on est fâché que ce ne soit pas disponible au Canada, parce qu'on aurait bien aimé l'essayer. Mais il semble que finalement, c'est pas si mal qu'on n'ait pas eu à l'essayer, parce que les critiques d'à peu près tous les médias techno, j'ai pas vu une critique positive. C'est un petit badge qu'on met sur sa poitrine ou sur son chandail, un peu à la Star Trek, une épinglette comme ça qui est magnétique. C'est un assistant intelligent qui se veut une espèce de Siri ou une espèce d'assistant Google
qui a un petit projecteur pour afficher de l'information dans ta main. Sauf que les critiques, ils disent que ça dit bien l'heure. Si tu lui demandes l'heure, il va te dire l'heure. Mais que l'utilisation, c'est pas ça serait pas un assistant intelligent. Les réponses seraient très, très lentes. Ça fonctionne avec un service Ah, c'est en cellulaire ligne. qui est LTE, qui est même pas 5G, s'il me paraît. C'est vraiment gênant. C'est 24 Ish. par mois américain plus 700 $. On rapporte qu'il chauffe, qu'il est difficile de voir l'affichage à l'extérieur, qu'il faut clipper et reclipper. J'y avais pas pensé. Si tu le portes à l'extérieur avec ton manteau, Ah, tu le faut te clips à mettre ton manteau, par-dessus. Ouais. tu enlèves ton manteau, il faut que tu le clips à ta chemise. Tu remets ton manteau, tu vas au gym, il faut que tu le reclippes avec ton vêtement de gym. Fait que c'est pas comme une montre que tu gardes à ton poignet, tout simplement. Et ce que j'ai trouvé le plus rigolo, c'est que chaque fois que tu le clips et le déclips, tu dois réentrer ton mot de passe en Ah oui, fermant parce que et en ils ouvrant ta considèrent main. que tu le détaches. Ben oui. Mhm. Ouais. Et ça, il paraît que c'est pas agréable. Si tu entres dans un café, tu enlèves ton manteau, tu clips à ta chemise, tu retapes ton mot de passe, il paraît que c'est inutilisable dans l'état actuel. C'est peut-être le futur, peut-être que dans 10 ans, on va dire Hey! On a jugé le AI PIN, mais pour Ouais. l'instant, il paraît que c'est pas au point. Ben, tu l'as dit, hein, si ça fait la job d'une montre, mais avec tous les défauts de ce qui n'est pas une montre, à la fin de la journée, à quoi ça sert? Ça fait Ouais. pas grand-chose, ça fait pas tout ce qu'une montre fait et ça marche pas bien. Fait que c'est pas très, très chouette. Euh, Écoute, je sais qu'on parle souvent, pas toujours en très bien des influenceurs à une tasse de tech. On en a un petit peu contre les gens qui se font payer par le fabricant pour parler en bien de leurs produits parce que everything is awesome, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est un créneau d'affaires très lucratif et ça marche pour bien des gens et TikTok en regorge. Et là, TikTok pousse plus loin encore parce qu'ils ont décidé, ou en fait, ils jongleraient avec l'idée de créer des influenceurs virtuels, donc des avatars d'influenceurs auxquels on n'aurait qu'à pousser des phrases en texte, donc un petit scénario écrit, un petit script pour créer des influenceurs qui pousseraient les messages de campagne publicitaire. Et TikTok songe à proposer ça aux annonceurs sur sa plateforme. Euh, les réseaux sociaux évoluent d'une façon où plus ça va, plus les réseaux sociaux ne sont que des réseaux publicitaires. Mmh mh. Ben, c'est J'ai la l'impression. commercialisation. Les sites web sont devenus commerciaux, les blogs sont devenus commerciaux. Tout se commercialise sur le web. Ça devait être la liberté, l'expression de soi, de sa vie. Non, 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 il faut, à un moment donné, pour que ce soit rentable de le faire à tous les jours, il faut Mhm. monétiser ça, il faut que ça devienne un travail. Je ne sais pas s'il C'est va pas le falloir. roi. Ben, évidemment, ils vont être identifiés, donc on saura que c'est de la publicité, mais la ligne se brouille toujours encore un peu plus aussi entre le réel et le virtuel, là, où on fait comme Ah, OK, c'est un compte publicitaire. J'ai hâte de voir quelle C'est forme pas ça une va vraie prendre. personne. Ben, en C'est pas une vraie partant, c'est ça. personne. Donc, ouais. Donc, la publicité va devenir de plus en plus imbriquée dans TikTok, qui évidemment, éventuellement, besoin aussi de faire de l'argent suffisamment pour combler ses dépenses, parce que c'est de mémoire pas encore rentable. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas besoin de l'aide pour le moment, mais quand même, euh, Mmh. ça va être à suivre. Ça fait le tour de nos espressos de tech, mon cher ami. On va aller dans le cœur de la situation, mon Dieu, l'os autour Le de la viande, ça se dit crunchy. pas, la viande autour de l'os, genre dans le substantifique moelle, je cherche des expressions, puis apparemment j'ai faim, là, je pense des trucs Ben alimentaires. oui, on va parler de nourriture tout à l'heure, là. Ben voilà, ça tombe bien, mais avant, on parle d'actualité. Juste se rappeler que nos actualités sont présentées par InfoBref, que vous connaissez sans doute, le fameux moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel de l'actualité qui se passe au Québec et dans le monde. C'est gratuit, c'est une infolettre, ça tombe dans votre inbox très tôt le matin avant que vous vous réveillez, vous vous levez, vous prenez votre courriel, votre café et vous êtes en business pour la journée. Essayez ça, c'est gratuit sur infobref.com. Euh, Décidément, on est dans le thème des nouveautés, c'est le printemps, ça paraît. Il y a un nouvel aspirateur Dyson qui, semble-t-il, va révolutionner notre façon de faire le ménage. Ouais, c'est le temps du ménage du printemps. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent leurs portes, au beau temps et tout. Les aspirateurs Dyson, depuis quelque temps, ont la fonction détecte, une espèce de laser vert qui permet de Oui. voir la poussière. Et si vous n'avez pas essayé ça, moi, ça a changé ma perception de passer l'aspirateur. Ça devient très ludique, c'est comme un jeu vidéo. On se déplace avec l'aspirateur, on voit la poussière, on n'oublie pas de coin. Ils vont aller plus loin avec un système qui s'appelle Clean Trace de Dyson. Clean Trace qui va utiliser, attention, la réalité augmentée pour voir où on a passé l'aspirateur. Eh boy.
Faut mettre des lunettes, là? C'est ça qu'il faut faire? Non, Ou... pas encore des lunettes, mais c'est peut-être l'étape suivante. Pour l'instant, ça va demander d'attacher son téléphone, donc avec un accessoire, de clipper son téléphone à son aspirateur. Ça demande un iPhone Pro ou Pro Max 12 et plus pour que ça OK. fonctionne. On va attacher ça au manche de l'aspirateur et la caméra du téléphone va voir où on a passé l'aspirateur. Et ça va nous indiquer où on a oublié de passer. Wow. Et ça va nous indiquer où on a passé plusieurs fois. Fait qu'il va nous guider plus facilement dans notre passage d'aspirateur. Puis là, je te vois qui fait Oh boy, on est vraiment rendu là. Écoute, Alain, Dyson. Oui, j'écoute. Écoute, Dyson indique que les gens ont l'impression qu'ils passent l'aspirateur pendant 24 minutes, alors que selon eux, 80% des tâches d'aspiration chez soi durent moins de 10 minutes. Et un des beaux problèmes qu'ils ont constaté dans leur recherche, c'est que les gens passent trop de fois à certains À endroits la et même place. oublient des endroits. Alors, grâce à la réalité augmentée, Dyson va t'assurer que tu vas couvrir l'entièreté de ton Wow. plancher plus rapidement, plus efficacement, et ça sans avoir besoin d'acheter leur robot 360 Viznav à 1500 canadiens. Ben, moi, j'achèterais un petit robot qui lève les pattes de chaise quand on passe juste devant nous parce que tasser les chaises, ramasser, c'est ça qui est, à mon avis, en tout cas très personnel, un des freins au balayage optimal du sol chez les gens. On Mm. veut qu'on contourne au lieu de tasser, j'ai l'impression. Bien, en tout cas, c'est ce que je Écoute, fais des fois. je me demande combien ça coûte un service de nettoyage à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, Ouais. même si c'est 100 par shot. Je ne sais pas combien ça coûte exactement, mais si c'est 100 on a quand même 15 visites de quelqu'un, un humain, qui va passer l'aspirateur et faire le ménage et Avant d'avoir un passer. robot, ben oui. Ouais, ça peut être une autre façon de faire. Mais le robot, ça marche bien. Si on a des poils d'animaux et tout, là, que ça passe automatiquement régulièrement, ça fait une grosse différence si vous êtes allergique, entre autres. Bon, De mon expérience à moi, quand j'avais un chat, le robot, je l'appréciais beaucoup, beaucoup, beaucoup. oui, ça laisse des traces, un chat, veut pas. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle parce que, ben, indirectement, ce que Google a annoncé cette semaine, il y avait un événement cloud de Google en Californie, Cloud Next, qui était très axé sur les applications inter-entreprises, B2B. Mais à travers ça, il y a une petite nouvelle qui s'est profilée aussi du côté plus grand public. Là, les outils de retouche dans Google Photos du Pixel vont être étendus à l'ensemble des téléphones capables de supporter ces outils-là, mais dans Google Photos, que ce soit sur Android ou même sur iOS. Je pense que ça commence avec l'iPhone 12 côté d'iOS et ça prend des téléphones pas très vieux du côté Android. Là, ça prend je pense que c'est 3 gigaoctets de stockage. Il y a comme des specs assez précises là, pour l'avoir. Mais ça permettrait d'avoir accès, donc sans avoir acheté un pixel, à des outils comme l'éditeur Magic, le Magic Editor, qui permet de retoucher, de recadrer, de faire certaines retouches avec l'intelligence artificielle à même ses photos. Il y a aussi la gomme magique, le fameux effaceur là, du doigt, là, on glisse sur un objet puis il disparaît. C'est pas 100% parfait, mais quand ça marche bien. Photo on Blur, qui permet, et pas seulement avec les photos de son téléphone, mais qui permet de nettoyer ou de rendre plus net, déflouter, on va inventer un mot, Déflouté, moi j'aime bien déflouter. des photos qui sont floues nécessairement. Et ça permet aussi, parce qu'on peut juste prendre une photo d'une photo qu'on a déjà imprimée, d'un vieux cliché d'une autre époque, pour l'embarquer dans sa bibliothèque Google Photos, et ça va le faire même sur ces photos-là. Donc, ceux qui ont des vieilles photos imprimées prises avec un bon vieux Kodak, ça peut servir. Éclairage portrait, parce qu'eux, ils appellent tout ça, comme leur nom le dit, mais en anglais, donc c'est Portrait Light, mais c'est vraiment pour ajouter un éclairage style studio plus lumineux au niveau du visage ou du sujet, puis un petit peu moins lumineux autour, et quelques autres outils. Donc, tout ça va être officiellement lancé sur l'appareil de votre choix, à condition qu'il soit compatible, le 15 mai prochain. Ça va être gratuit. Il y a certaines limites. Par contre, par exemple, le Magic Editor va offrir seulement 10 retouches sauvegardées par mois sur iOS et sur Android. À moins de s'abonner à Google One Premium, tu vois, il revient toujours à Google One, qui coûte quand même de mémoire 17-18 $ par mois et qui offre 2 téraoctets de stockage en nuage, donc il y a quand même du bonus aussi. Mais ça peut valoir la peine. En tout cas, ces outils-là de retouche sont clairement en train de se répandre partout dans les téléphones. J'ai hâte de voir parce que j'imagine qu'on parle beaucoup les rumeurs commencent à circuler à propos du prochain iPhone, l'iPhone 16, et on parle beaucoup de présence de ces outils d'intelligence artificielle aussi. Donc, j'ai hâte de voir Apple dire que leurs outils de retouche de photos sont les meilleurs outils de retouche de photos jamais faits
sur iPhone. Ici, si je peux me permettre, parlant de Google, j'ai installé ce matin Android 15 Beta dans mon Pixel. Ceux qui sont aventureux, c'est très facile, chercher sur Google comment installer la version bêta dans votre téléphone Android et vous allez recevoir tout de suite Android 15. J'ai pas vu de différence majeure encore. Mmh. Bien hâte de voir où ça va aller. Il semble qu'on a plus de place pour plein de choses. On vous en parlera certainement au cours des Bientôt. prochaines semaines, les nouvelles Ben oui. fonctions d'Android Ben, il 15. y a Google I.O. qui s'en vient dans un mois, donc il va peut-être avoir aussi du Voilà. nouveau en général par rapport à ces choses-là, effectivement. C'est- Je parlais un petit peu d'Apple, mais tu peux en parler un peu plus parce qu'il y a eu une grosse alerte. Il y a beaucoup de choses qui se passent côté de la sécurité chez Apple cette semaine, en fait, dont une alerte Oui, assez importante. Là. oui, parce qu'il y a des gens qui ont rapporté qui ont reçu un message, j'allais dire un texto, mais c'est un iMessage, c'est pas un texto, Une bulle faut bleue. faire la nuance. Mhm. Tu reçois un iMessage qui semble venir d'Apple, qui dit qu'on tente de pirater ton appareil à distance. Moi, personnellement, je ferais c'est une tentative d'arnaque. Non, non, c'était un vrai message d'Apple. Le message va comme suit. Apple pense que vous êtes ciblé par des attaquants soutenus par des États qui tentent de compromettre à distance l'iPhone associé à votre compte Apple. Wow! Ces attaquants vous ciblent probablement de manière individuelle en raison de qui vous êtes ou de ce que vous faites. Moi, je ferais et je ne dirais pas quelque chose de vulgaire, mais j'aurais une petite réaction nerveuse intense, Oui, disons. tu serais pas le seul, je pense. Non, Et effectivement. voilà. Mhm. Il semble que le logiciel espion Pegasus, qui est écrit par une firme israélienne qui circule, qui va vraiment tenter de compromettre à distance, sans fil, votre iPhone. Si ça vous arrive, si vous recevez ce message-là, ce qu'on peut faire, c'est mettre à jour son téléphone, évidemment, s'assurer qu'on on n'a pas les dernières failles, on a les derniers correctifs de N'est-ce pas? Ben sécurité oui. et Mhm. d'activer un mode qui s'appelle le mode isolement qui va diminuer beaucoup les choses qu'on peut faire avec son téléphone, mais qui va être beaucoup plus sécuritaire. Le message, je trouve ça terrifiant. Recevoir ça, là, je serais vraiment Écoute. émerveillé. On Mhm. n'indique pas qui nous attaque et d'où vient l'attaque. Question de sécurité, Apple ne veut pas dévoiler comment ils font pour détecter que ton téléphone est menacé. Ils parlent d'attaque mercenaire. Wow. Donc, on ne sait pas qui t'a embauché, qui a fait ça, pourquoi tu es attaqué, on ne le dit pas. Il y aurait des personnes de 150 pays qui ont reçu ce type de notification. À 2 reprises, il y a eu une vague récemment là, dans 90 quelques pays. Mhm. Alors, je trouve ça très captivant en tant qu'amateur de films d'espionnage et Il y tout. a un petit côté, oui, effectivement, film d'espionnage, cette histoire-là. Et si vous n'avez pas reçu cette alerte, ben, je veux dire, continuez comme ça, parce que on veut pas recevoir une alerte comme ça. Ou alors, ce que vous faites, Non. parce qu'évidemment, les États qui sponsorisent ces choses-là, vous imaginez lesquels ça peut être, et c'est généralement des États qui en ont contre une certaine forme de liberté d'expression, je dirais ça comme ça. Donc, effectivement, il faut Ouais, peut-être ouais. vérifier ça. Et en Là, fonction de, on vous cible probablement de manière individuelle en raison de qui vous êtes ouais, ou de ce que vous faites. j'ai Oh! vu des choses et fait des choses. Mais en même temps, ça doit être des choses importantes et sérieuses, donc on peut imaginer qui a déjà été ciblé. De façon plus ludique, on va aller du côté de Spotify qui, ben, je dis ludique, mais en même temps, c'est un peu sérieux parce que ça illustre bien l'évolution des pratiques d'écoute musicale. Mmh. Et là, on en fait une histoire générationnelle du côté de, je pense que c'est le Wall Street Journal qui a sorti cette histoire-là. Spotify veut permettre à ses utilisateurs de créer des remixes de chansons maison, donc ils pourraient faire eux-mêmes que ce soit de mêler des chansons, d'altérer le tempo de la musique, de bref, remixer des musiques populaires. C'est une tendance assez populaire sur des sites qui ne sont pas Spotify. C'est aussi très populaire sur TikTok de faire des clips, des remixes qui deviennent viraux, parce que tu sais, TikTok. Ben oui. Le problème avec ces remixes qui ne sont pas sur Spotify, et c'est évidemment, ça c'est le message de l'industrie, c'est que ces remixes-là que vous faites ne donnent pas de sous, de redevances, de royautés aux créateurs originaux de la toune que vous remixez. Et pour corriger cette tendance, ben Spotify a dit, ben non, ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir le service et on va aller plus loin, on va rémunérer les artistes dont la chanson est utilisée dans ces remixes-là pour créer un modèle qui est fonctionnel et tout le kit. Évidemment, l'objectif de Spotify aussi, c'est d'attirer les plus jeunes amateurs de musique qui n'ont peut-être malheureusement pas les moyens de se payer un service par abonnement comme celui de Spotify. Mmh. Surtout que c'est offert dans ce service-là va être offert dans un abonnement qui s'appelle Supremium, donc qui est encore plus premium que premium.
ou plus super que super, je ne sais pas quelle partie du mot est la plus importante. Supremium, je trouve ça tellement... ça Mais fait cool. Supremium, ça sonne comme un grade de carburant à la station-service aussi, donc à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais bref, ce serait une version, ce serait une espèce de réglage avancé dans la lecture musicale où on pourrait aller, puis là, ça apparaîtrait les outils. Il y aurait une version de base où on peut altérer le tempo, puis il y aurait une version payante, justement, Supremium, où on peut faire tout le remixage qu'on espère faire. Je trouve ça intéressant parce que, oui, je pense qu'au stade où on est, Pascal, on peut dire qu'on n'est plus très, très jeune et on se rappelle des albums, on se rappelle une forme de multiplication de musique qui était, on lance 12 tunes, dont souvent Les 3-4 cassettes. sont des fillers. On espère qu'il y a 2-3 hits, ça va faire vendre l'album. On est loin de ça. Les jeunes, un album, n'ont pas trop connaissance ou ne comprennent pas peut-être l'importance de ça et écoutent chanson et souvent chanson après l'autre. Un hit dure 8 secondes de nos jours. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est des Et petits clips. souvent, on aime ça jouer avec ces outils, ces objets-là, les remanier. Et clairement, c'est une nouvelle tendance. J'ai hâte de voir à quel point ça va être populaire et à quel point ça va devenir une tendance grand public de remixer la musique qu'on écoute. Mais j'ai hâte de voir aussi Spotify lancer cette version-là de son application. C'est à venir, c'est bientôt. Il n'y a pas de date, mais semble-t-il que ça devrait arriver bientôt. Entre-temps, si vous voulez voir c'est quoi des remixes, allez sur TikTok. Idéalement, auprès de vraies personnes qui ne sont pas des avatars influenceurs payés par des compagnies pour dire le message Et officiel. on espère aussi que Spotify va remettre plus d'argent aux artistes, après tout. C'est quelques fractions de sous par diffusion. Alors, les artistes, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent gagner leur vie avec Spotify, alors qu'ils peuvent le faire avec YouTube. YouTube, étrangement, est beaucoup, beaucoup plus généreux sur le partage des revenus avec la diffusion des clips sur YouTube. Ça fait le tour de la grande actualité de la semaine. Donc, ça fait beaucoup de stock. Il n'y aura pas un quiz à la fin. J'espère que vous avez quand même bien apprécié ce qu'on vous a livré. Pas besoin d'avoir pris des notes. On fait une courte pause et on revient. On va parler de jeux vidéo parce qu'il y a en fin de semaine chez Behavior à Montréal un Game Jam, une fin de semaine, un 48 heures non-stop de développement de jeux vidéo où 110 personnes vont se défier et créer à partir de rien un jeu vidéo en 2 jours seulement. On en parle avec les gens de Behavior. Restez avec nous. Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. Nous parlons de jeux vidéo cette semaine parce qu'en fin de semaine se tient dans les bureaux de Behavior Interactive, ni plus ni moins qu'une fin de semaine de développement, un game jam en bon franglais, je devrais dire, qui se produit aussi dans le cadre d'un truc plus large sur Internet qui s'appelle, et là, la prononciation fait débat. Est-ce que c'était Ludum Dare, Ludum Dare, Ludum Dare, on dirait en France, du coup. Pour débattre de cette épineuse question et pour parler de tout ça, on a deux personnes, dont un Jean, je devrais dire, de Behavior. On a Jean Méblum, qui est chef technique de programmation, et Frédéric Abel, qui est directeur technique de programmation senior de Behavior, bien sûr. Mais vous participez, je pense, vous supervisez l'événement en fin de semaine. Salut, messieurs. Bonjour. On va commencer par le début. Votre Game Jam, vite, le lien avec le Ludum Dare, c'est que ça se tient en même temps, essentiellement. Vous inspirez du phénomène pour faire votre propre compétition, dans le fond. Exact, c'est principalement ça. Là. Ça permet d'avoir un double événement pour les participants. Hein. Okay. Juste pour le fun, ce serait quoi un Ludum Dare et c'est quoi votre Game Jam? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine des jeux vidéo, c'est vous créez un jeu vidéo, vous avez une limite de temps, quelque chose comme ça? Ouais, c'est un peu ça. C'est grosso modo, c'est un événement où on va accueillir beaucoup de participants. On va être une centaine de participants qui vont, eux, se mettre en équipe. Et donc, ces participants-là, ça peut être n'importe qui. Là. C'est des étudiants, des gens chez eux, des professionnels du jeu vidéo qui sont tous passionnés et qui vont avoir un temps limité. Dans ce cas-ci, on organise à Behavior un événement qui va durer du vendredi soir au dimanche après-midi où il faut qu'ils créent un jeu vidéo ou en tout cas un projet multimédia. Et ça se passe en fait en même temps que le Ludum Dare qui est un game jam. C'est une organisation, une association internationale en fait qui organise ça plusieurs fois par année. C'est le même, c'est la même chose, mais de façon en ligne, si vous voulez. Et ça dure 72 heures. Donc, les participants, eux, vont avoir une journée de plus le lundi pour continuer de travailler s'ils veulent. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de règles, à part
un thème, en fait, qui est donné le vendredi soir par le Ludum Dare. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être dans l'espace, par exemple, ou vous jouez l'ennemi, par exemple, ou des choses comme ça. Ah oui. Donc, et après ça, les gens partent en équipe et produisent. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Puis nous, à Behavior, on aura aussi une phase de jury, un petit concours à l'interne à la fin pour justement motiver les participants. Ouais. Est-ce que Est-ce qu'on vous gagne? reprenez le thème du Ludum Dare ou vous avez votre propre thème qui va Exact. être le même? Non, on reprend le thème du Ludum Dare dès OK. qu'il est annoncé le vendredi soir. Sauf que vous avez une journée de moins où les participants ont une journée de moins pour arriver avec quelque chose à la fin. Je disais dans l'information que l'entreprise m'a fournie, il y a 110 participants, je pense, qui sont inscrits à votre événement, dont 26 qui sont des gens de Behavior. Est-ce qu'ils ne Exact. trichent pas un peu, eux autres, là, de déjà être des professionnels du secteur? Ah, bah, il y aura des professionnels du secteur qui viendront de l'externe aussi, là. On Mhm. s'attend à ce que ce soit vraiment un mix. Et puis, ces gens de Behavior vont pas nécessairement se mettre en groupe juste avec des gens de Behavior. Ben, on l'espère Ils que non, vont, ben non, donc, c'est c'est ça. ça, Mhm. exact, ça va être très partagé. Donc, je pense pas vraiment qu'il y a d'avantages. Il n'y a pas d'avantages techniques non plus que ça. Il y a pas ils vont pas utiliser des IP ou des produits qui viennent de Behavior. Ils commencent avec la même page blanche que les gens qui viendront de l'extérieur. Est-ce qu'il y a des outils, des outils techniques précis à utiliser où les gens peuvent arriver et faire ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est nécessairement les gens doivent connaître la programmation ou ça peut être assez éclaté comme genre de participants et de produits, disons, finis? Là? Ouais, c'est plutôt le deuxième, là. Les gens viennent. Bon, c'est sûr qu'il y a des engins de jeux qui sont plus populaires que d'autres, Mhm. mais de manière générale, on a des participants qui viennent avec leur propre moteur de jeu. Il y en a beaucoup qui utilisent Unity et Unreal Engine, qui sont les deux plus gros Assez moteurs connu, ben de jeux oui. vidéo, ouais, Mhm. assez connus. Mais non, c'est très ouvert. D'ailleurs, nous, c'est sûr que on organise le Game Jam autour de jeux vidéo, mais le Ludum Dare en tant que tel accepte aussi des projets de type jeux de société. Donc Ah oui. c'est vraiment assez large. Mais c'est sûr que bon après si quelqu'un vient chez nous avec un jeu de société, je pense qu'on va aimer ça pareil. Tout à fait. Puis J'imagine, pour donner un absolument. exemple intéressant, la dernière fois en 2019, quand on avait fait cet événement-là, pardon, la première fois avec le public, il y a quelqu'un qui était venu et qui avait fait un jeu de Nintendo. Le Nintendo original, en fait. Wow! Est-ce qu'il fallait Ouais. qu'il le produise sur la grosse cassette en plastique ou il a pu quand Il y a même le pas, faire juste en ROM? maintenant, en 2000, dans les 2020, là, on a l'équipement pour être capable de s'organiser sans ça. Il avait utilisé un setup un petit peu plus moderne, mais c'est possible de faire ça, effectivement. Puis il aurait pu. C'est ça, c'est ma question. En 48 heures, qu'est-ce que vous arrivez à créer? C'est pas un jeu triple A, là, on blaguait avec ça avant de commencer l'enregistrement, mais on crée quoi? Un jeu de type Mario au niveau graphisme, au niveau histoire, au niveau environnement? On n'a pas énormément de temps. C'est au niveau de la logique, au niveau de la mécanique. Est-ce qu'il y a une intro, une finalité? Est-ce que ça doit marcher du début à la fin ou ça peut être plein de bugs? Qu'est-ce que vous arrivez à faire? Je vous Un peu. dirais que ça varie. Ah, vas-y, Jean, Ah vas-y, bah, vas-y. ouais, ouais, c'est ce que, bah, de toute façon, j'allais dire un peu, je suppose un peu la même chose. Ça varie beaucoup. Il y a vraiment de tout. Et puis, c'est très impressionnant parfois ce que les gens arrivent à faire, là. C'est incroyable. Oui, effectivement, on voit des platformers beaucoup. On voit des jeux 2D. C'est sûr que ça peut faciliter, mais pas nécessairement. Jeux 2D, c'est pas nécessairement plus facile sur certains points. Euh, on voit des jeux 3D, on voit des jeux full narratifs, on voit des jeux de réalité augmentée, on voit des jeux VR, on voit des jeux comme disait Fred, on voit des jeux de vieilles consoles parce qu'il y a des gens qui savent et aiment faire ça. C'est sûr qu'il y a des gens aussi qui ont l'habitude de faire ce genre de compétition, qui ont déjà des idées et des solutions un petit peu, des réflexes, si vous voulez, Mhm. pour faire ça. Et c'est impressionnant ce qu'on peut accomplir en juste 48 heures. Ben, j'allais demander, est-ce que c'est Ouais. un. Parce qu'évidemment, il y a un temps limité, donc il y a une certaine notion de vitesse pour, j'imagine, mieux performer, disons ça comme ça. Il y a quand même un jury. Est-ce que le fait que le jeu soit le plus complet possible joue en faveur de participants ou d'une équipe? Ben, on juge sur beaucoup de critères. En fait, on utilise les mêmes critères de jugement que le Ludum Dare. C'est-à-dire, on a l'innovation, la créativité, on juge le graphisme, l'audio. Donc ça, c'est à chaque fois des catégories séparées. Là, c'est sûr qu'il y a aussi le meilleur jeu
overall, là, si on veut. Donc, mais on n'est pas obligé, quand on participe à un game jam, on n'est pas obligé de faire le meilleur jeu, on n'est pas obligé de faire un bon jeu non plus. Le but, c'est surtout je sais pas, c'est l'expérience, là. C'est vraiment une C'est ça. expérience à vivre, là. Mhm. Tout à fait. Je rajouterais à ça, moi aussi, deux choses, en fait. Les gens nous posent souvent la question. Moi, par exemple, je fais partie beaucoup du processus d'embauche pour tout ce qui est tous les gens qui essaient de rentrer, en fait, de percer dans l'industrie. OK. Ils nous demandent souvent, il y a un problème un peu d'œuf puis de poule. Tu sais, on voit des rôles qui sont affichés qui demandent 2 ans d'expérience ou tu sais, des choses comme ça. Puis comment on fait pour avoir d'expérience si on peut pas rentrer dans l'industrie? Puis la réponse, ça revient souvent à deux choses, en fait, les projets personnels et puis les game jams, en fait. Les game jams, c'est une occasion, tu sais, prisée, disons, d'avoir l'expérience d'un cycle de développement complet d'un jeu vidéo en dedans d'une fin de semaine, tu sais, ou un temps restreint. Là. Il y en a qui sont un peu plus longs, des game jams, une semaine, mettons, mais tu sais, on peut voir tout, là, de la conceptualisation à ce qu'on appelle la pré-production, donc faire un prototype, la production qui est un peu étoffée, le tout, puis bon, la vérification de la qualité, puis ultimement la publication du jeu, si on veut, à un public plus ou moins restreint. Donc, c'est l'expérience, nous, qu'on considère super valide justement pour rentrer dans l'industrie. Puis, une autre chose aussi qu'il faut mentionner, c'est que justement, vu que c'est un contexte très ludique, puis que c'est pas c'est pas un produit qui est créé pas toujours du moins dans l'idée de la commercialiser, tout ça, de Ben commercialiser oui. le produit. Les gens veulent s'amuser. Ils veulent essayer des choses qui sont un petit peu différentes. Puis par exemple, moi, j'ai pas de background, mon background professionnel est technique en programmation, tout ça. Mais souvent dans les game jams, par exemple, je m'amuse à faire du son, de l'audio. Puis donc mon but personnel, moi, même si je performe pas dans un domaine dans lequel je suis très, très ferré, j'ai pas d'expérience professionnelle là-dedans, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Puis mon objectif personnel en participant au Game Jam peut être de produire un jeu, ou produire une expérience audio qui va être très intéressante. Ça te sert Puis de là, ta après, à zone ce de moment-là, confort un peu aussi, là. oui, exactement. Mhm. Puis moi, après ça m'aide en fait dans mon environnement professionnel à travailler avec des gens qui font de l'audio. Je comprends plus leur discipline. Même chose si je me passe une fin de semaine, disons, à faire de la modélisation 3D. Je suis vraiment pas très bon là-dedans, pas rapide, mais si je fais 2, 3 objets dans le background de notre jeu, une petite animation ou deux, c'est sûr que ça va m'aider par la suite à comprendre justement comment dialoguer, comment interfacer avec ces gens-là dans mon milieu de travail par la suite. Donc, oui, il y a un élément de rapidité, mais il y a aussi un élément c'est ça, de vouloir apprendre puis de croître là, un peu. Donc, les gens ne sont pas nécessairement toujours là pour gagner. Je dirais que l'esprit de compétition est très, très amical, très Mhm. casual, comme on dit, et pas hardcore. Là. Les gens ne sont pas là pour Ben, performer faut que puis ça soit le fun partir parce avec qu'on les passe quand prix. même une fin de C'est ça. semaine avec des gens, ouais, c'est ça. Est-ce que des grosses équipes se forment ou c'est généralement des duos, des trios? Comment les équipes naissent dans ces concours-là, dans ces compétitions-là? Il y a des équipes qui se créent en amont, parce que vu qu'on a annoncé ça suffisamment en amont, on a aussi un Discord en fait où on a un channel où les Mhm. gens en fait peuvent poster, dire je recherche, moi je suis artiste 3D, je suis programmeur, et les gens se partagent et leurs compétences et leurs intérêts. Et des équipes se créent comme ça. Il y a des équipes qui se créent aussi le jour même. Puis il y a des gens aussi qui aiment ça, se lancer un défi de travailler tout seul, ce qui est aussi intéressant. D'ailleurs, le Ludum Dare a deux modes. Il y a le mode Game Jam ou en équipe comme ça, et il y a aussi un autre que j'ai oublié le nom maintenant. Compo, Euh, le compo. Compo, c'est ça, ouais. Où le but, c'est vraiment en 48 heures, tout seul, à partir de rien, sans aide, parce que dans le game jam, en fait, on peut souvent céder, on peut dire, ah ben, ok, je vais aller prendre des images libres de droit sur Internet, des sons libres de droit, puis juste pour m'aider, parce que moi, je suis pas bon là-dedans, et ça va me faire un meilleur jeu plus rapidement. Mais la compo, c'est rien. C'est juste tes propres compétences. Tu as le droit à des logiciels, bien sûr, et c'est 48 heures, et c'est vrai. Donc ça, c'est le mode, ce qu'ils appellent hardcore Ah du oui. Ludum Dare. C'est un mode Donc, Survivor On un vient peu, du là. café. T'es ouais, lancé dans c'est le bois avec un exact. canif puis une boîte d'allumettes, puis vas-y, C'est fais-moi un ça. jeu, là. C'est Euh, une compétition qui se veut amicale. Qu'est-ce qu'on gagne en bout de ligne? Mais je l'ai posé tantôt, mais je suis curieux. J'imagine qu'il n'y a pas de prix en argent, ou c'est pas pour ça qu'on fait la compétition. Mais est-ce qu'il y a un prix symbolique ou il y a quelque chose qu'on reçoit à la fin de la compétition? Donc Ouais. pour le Ludum Dare, donc à côté de nous, si vous voulez, effectivement, il y a le prix de gagner, mais nous, on organise des prix. En fait, on a des petits prix quand les gens vont gagner dépendamment des différentes critères, là, l'innovation, la créativité, tout ça, ben, on va offrir des prix en fait.
il y a plein de choses. On veut pas, on veut Oh, pas Il n'y a voler pas le de bourse, il punch, y a mais des prix plus, non, plus symboliques qu'autre c'est chose, ça, j'imagine. c'est ça, des prix symboliques, là, des prix de participation. Là. Mais ça reste, Des tu le trucs disais, amusants, Frédéric, des jouets. Ouais, ouais, des jouets, ça reste un bel élément dans son portfolio pour les gens qui veulent commencer dans le métier, j'ai l'impression. ouais, Ou même carrément. pas nécessairement commencer, mais qui veulent quand même aguerrir leur art, n'est-ce pas? Affiner leur art. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce que les très jeunes, à quel âge on peut commencer? Ça, J'ai... le Ludum Dare en tant que tel sur Internet, je sais pas, mais nous, malheureusement, c'est 18 et plus Hmm. pour des questions juste d'organisation. Oui, il y a des questions, il y a de l'alcool. Premièrement, c'est les lieux aussi des questions de responsabilité. Mais en fait, il faut dire quelque chose. Il faut dire que il y a très, 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 très peu d'alcool qui se boit. D'ailleurs, en 2019, on avait vraiment prévu, on avait rempli les frigos, c'était plein tout ça. Puis il y a presque rien. Il y a comme 11 bouteilles de bière qui se sont bues en fait pendant la fin de semaine sur plus que 100 personnes. Parce que les gens vont pas là justement pour cette ambiance-là Pas de un gros gros party party. et tout. Ouais. C'est plus des boissons énergisantes, le café, le chocolat chaud, ça carbure plus. Mais bon, il y a ça, il y a aussi des raisons de responsabilité légale, tout ça, les assureurs, tout ça. Donc, Non, non, mais oui, effectivement. J'étais curieux parce que le fils de ma blonde qui a 10 ans, là, rêve de faire des jeux vidéo. Là, puis là, il veut apprendre la modalité. Là, je me dis 10 ans, il aurait pu être la mascotte ou il aurait pu donner un coup de pouce et apporter les chocolats chauds, justement. Ah oui, oui, tout à fait. Mais écoutez, moi, je vous encourage à 100 000 à l'heure. D'ailleurs, c'est pas tous les game jams, justement, comme je disais, qui ont cette limite d'âge-là. Nous, on est un peu contraints, disons, là, à cause de facteurs externes, Oui, oui, tout à d'imposer fait. cette limite-là. Mais par exemple, j'ai un neveu, justement, qui a 13 ans, qui vient de participer à un game jam organisé à Sherbrooke, par Sherbrooke Innopol, je crois. Puis eux, c'est un groupe d'enfants de 12, 13, pas plus que 14 ans, je crois, qui ont fait un jam ensemble, en fait, qui ont publié leurs résultats à la fin. Là. Donc, Oh, quand C'est même. intéressant. Fait que les plus jeunes là, qui veulent se lancer dans les jeux vidéo, il y a possibilité de gagner de l'expérience, d'apprendre comment ça se fait concrètement. Parce qu'ils voient ça sur YouTube, ils voient ça, oui. ils jouent au jeu, mais ils ne savent pas comment ça se fait. C'est une belle expérience. Merci. Oui, tout à fait. Ben, en fait, d'ailleurs, il y a je sais pas si vous suivez clairement l'actualité un petit peu, mais il y a un jeu d'horreur un peu de groupe qui vient de sortir il y a quelques mois qui s'appelle Lethal Company, qui est extrêmement populaire. Vraiment, c'est un méga succès dans le monde des jeux vidéo ces moments-ci. Puis ça, c'est un jeune de, je pense, 20, 21 ans qui a déjà publié 20 jeux. Il a commencé là, au début de l'adolescence sur Roblox et puis il a publié plein de jeux. Lui, c'est vraiment des projets de passion. En fait, il fait ce qu'il aime. Il fait des jeux qui sont drôles. Il y a plein de détails qu'on voit. C'est un labeur d'amour, un passion project, comme on dit. Puis ce jeu-là, Lethal Company, en fait, a vraiment résonné avec la compagnie. Puis maintenant, le gars, il n'a plus besoin de travailler un jour dans sa vie s'il veut. Là. Mais puis Peut-être il est que s'il jeune. aimait ça, il n'avait pas l'impression de travailler non plus en partant. Donc, c'est Mhm. un bel exemple de succès, effectivement. Est-ce qu'on peut, Exactement. en tant que gens qui ne participent pas à votre Game Jam, voir ça? Est-ce qu'il y a des résultats qui vont être publiés, vus, ou est-ce qu'on peut même assister à ça en ligne d'une façon ou d'une autre? Ou si c'est entre vous et ça reste entre vous? Non, Oui, on tout va à fait. pas. Ah ben, Je vas-y, te Fred. pose excusez. En fait, on a une caméra de sécurité dans la cafétéria, en fait, qu'on va utiliser pour filmer l'événement. Puis on va mettre ça sur Twitch, qui est une plateforme de diffusion en Oui. continu. Donc, en fait, aussi, on a l'intention, là, on a un petit test technique à faire, mais on a l'intention de brancher le micro aussi de l'événement là-dessus. Comme ça, les gens vont pouvoir entendre là, quand les événements, les annonces se font au micro. Ça, c'est évidemment pour que les gens puissent suivre de l'extérieur s'ils veulent, mais aussi, Jean a mentionné plutôt la possibilité de, par exemple, participer au Ludum Dare ou même à notre version du Game Jam, mais à distance. Il y a des gens, par exemple, à Montréal qui choisissent de faire ça en collaboration avec des gens qui sont en Europe ou ailleurs, ou dans d'autres studios de la compagnie, par exemple. Puis ces gens-là vont pouvoir suivre ce qui se passe, le déroulement, disons, de l'événement dans les locaux via le flux Twitch. Ça va être effectivement à suivre. Ça commence ce vendredi à 18h, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ça dure 48 heures à partir de là, donc ça se termine dimanche. Je ne sais pas si vous allez publier les jeux à la fin. Est-ce que les résultats vont pouvoir être vus ou testés dans les prochains jours? Nous, on n'a pas d'infrastructure, excuse-moi, à Montréal comme pour ça. Désolé, on a essayé de se demander avant l'entrevue, comment on va faire pour décider qui répond à quoi. Parle quand, là, oui. Vu qu'on a vraiment organisé le tout ensemble en 2019 aussi. Donc oui, c'est ça. Nous, on n'a pas d'infrastructure à Montréal spécifiquement pour publier les jeux. Par contre, je présume que la très grande majorité, voire la totalité des gens qui participent à Montréal vont publier en ligne là, sur la plateforme de Ludum Dare. Et puis nous, c'est pratiquement certain qu'il va y avoir quelque sorte d'annonce sur les réseaux sociaux, disons, là, annonçant, félicitant les équipes gagnantes, tout ça. Et puis les gens pourront par la suite sans doute aller sur la plateforme de Ludum Dare, trouver les jeux de ces gens-là, puis y jouer pour le fun ou même participer à l'évaluation, en fait, des jeux, puis fournir leur opinion sur la chose. Et là, ça va être difficile parce qu'il va falloir trouver une vieille console Nintendo dans certains cas, si j'ai bien compris.
En fait, maintenant, grâce à justement à la technologie moderne, on pourrait même jouer à ces jeux-là dans le browser web. Là. Donc, c'est encore Oui. plus simple Ah, que ben, il ça. y a On des peut juste y émulateurs de aller. toute façon. Ben oui, c'est ça, c'est pas très compliqué. Ben, Et messieurs, voilà. merci beaucoup. Jean Méblum, chef technique de programmation, et Frédéric Hamel, directeur technique de programmation senior pour Behavior, qui viennent nous parler d'un game jam que, écoute, j'ai hâte de voir le résultat. Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment extrêmement intéressant. Euh, et bon week-end. Peu de sommeil, j'imagine, mais quand même, on vous souhaite une belle fin de semaine. Merci Merci de nous beaucoup. avoir accueillis. Merci. Ça fait plaisir. Nous, on prend une Absolument. courte pause et on revient avec nos gadgets à une tasse de tech. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à une tasse de tech. C'est un peu plus permettre notre tablier de cuistot, notre cordon bleu. Je ne sais même pas c'est quoi. C'est pas un vêtement, le cordon bleu dans les. Je pense pas. C'est une Je reconnaissance pense que culinaire, là. c'est pas une décoration? Je pense que oui. Oui. Je pense pas que c'est un truc. Je pense pas que c'est. En tout cas. La question de la semaine d'une tasse de tech. Qu'est-ce qu'un cordon Écrivez-nous, bleu? c'est quoi le cordon bleu? Bluetooth, on sait c'est quoi, cordon Écrivez bleu. pas, faites vos recherches, parce que oui, on aurait pu le chercher sur Google, mais ça ne nous tentait pas. J'ai juste le goût de dire cordon bleu. Ou comme ils disent en anglais, cordon bleu. Parce qu'il y a question de nourriture, là, et c'est peut-être parce qu'on approche de l'heure du lunch au moment d'enregistrer ceci qu'on a peut-être un peu faim. Mais tu as une cuiseuse qui m'apparaît, ma foi, tout à fait originale. Évidemment, quand tu dis cuiseuse, moi, je pense à l'affaire qu'on achète 10 chez Walmart, mais toi, tu avais un machine là, qui est autrement plus. Non, attends un peu, je suis dans une catégorie supérieure. C'est pas la machine, c'est pas le rice cooker à 30$ ou 10$ qu'on voit en solde un peu partout. C'est le cuiseur à grains et à riz. Donc, c'est à grains et à riz de KitchenAid. Je le montre, ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas. Ça vaut la peine d'être vu parce que ça ressemble à une machine à café, en fait, dans sa dimension. C'est très carré avec un contenant à eau à l'arrière. Et quand on dit grain, on pense à quoi? Du quinoa, du couscous? Écoute, toutes sortes de grains et de fèves aussi. Donc, oui, du quinoa, du bulgur, on peut faire des pois chiches, des fèves rouges, des lentilles. Ma blonde adore les lentilles. Elle dit, ça fait-tu des lentilles? Ça fait-tu des lentilles? Et c'est super simple. C'est le principe d'une machinerie. Hein. C'est le principe d'une machinerie, sauf qu'il y a une balance intégrée. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on n'a qu'à verser la quantité qu'on désire de riz, jusqu'à 8 tasses de riz cuit vont être faits avec la machine, à peu près 300 grammes de pois chiches secs. J'ai fait quelques expériences, j'ai mis des quantités comme ça, une tasse et demie, 2 tasses. Il va peser au gramme près la quantité de nourriture que tu mets dedans. Il va te demander, est-ce que ton riz, tu l'as rincé ou non? Est-ce que tes fèves, tu les as fait tremper ou non? Et à partir de là, on appuie sur le bouton et le réservoir à côté, c'est que ça va verser la quantité d'eau nécessaire pour que ça cuise. On peut ajuster, c'est un petit écran tactile, c'est tout petit sur le côté du réservoir, vraiment bien fait, super visuellement, là, très, très joli. On ferme le couvercle, on démarre la cuisson et dans le temps que ça prend pour cuire. Ça prend environ 2 heures pour les pois chiches. Ça prend environ 30 minutes pour le riz. J'ai fait du gruau aussi, trentaine de minutes aussi. Ah, que c'est bon! Le gruau, là, ça a l'air... Tu sais, on dit tout le temps du gruau, c'est du gruau. Quand c'est bien fait, c'est bon en tabarnouche, c'est léger, c'est fluffy, le riz, c'est léger, c'est bon, et le mode, on a plusieurs modes comme ça. Si on veut, on peut cuire avec du bouillon. À ce moment-là, on peut mettre un bouillon. Il va nous dire la quantité de bouillon qu'on va verser là-dessus. Et si on veut, évidemment, on peut ajuster le niveau de cuisson désiré. Notre riz peut être un peu plus sec, un peu plus humide, un peu plus collant. Je ne sais pas comment le décrire, mais on peut ajuster ce niveau-là si on veut que notre gruau soit plus onctueux ou un peu plus sec. J'ai essayé les modes par défaut. Très, très, très satisfait. Les pois chiches, c'est le fun. Ils étaient juste légèrement croustillants. OK. Ah, c'était bon. Ah, c'était bon. J'ai mis un petit peu... Tu es un fin connaisseur pour avoir un degré de cuisson du pois chiche préféré quand même. Oui! Oui, écoute, c'est super surprenant. J'aime beaucoup ça. Puis de voir l'eau se verser, la bonne quantité, c'est automatique. Et ce que j'ai trouvé très, très mignon, c'est que tu peux dire le matin, je programme ma machine pour que le riz soit prêt dans 10 heures, quand je reviens à la maison. Et il va finir la cuisson après ce temps-là. Donc, le temps que tu donnes, c'est pas le temps où il va commencer sa cuisson, c'est le temps où la cuisson va être terminée. Ah bon? Et ça, c'est très, très le fun. Et si tu arrives en retard, c'est pas grave. Tu peux activer ou non le mode qui va garder chaud ta nourriture. Je vais te poser une question c'est très drôle parce que je ne peux pas empêcher de le demander. Est-ce qu'on peut contrôler à distance à travers une application mobile?
Non, et c'est là que je m'en allais. Ah D'habitude, ces bon! gadgets-là sont connectés et Ben ça aurait oui. été vraiment le fun de dire: «Hey, j'arrive à la maison, démarre le riz». Malheureusement, non. Je trouve que ça simplifie la con tu sais, pas besoin de te connecter, pas besoin d'installer d'application, pas besoin de risque de sécurité. J'ai pas vu non plus qu'on pouvait mettre à jour la machine. J'ai pas vu non plus là qu'il y avait d'options pour éventuellement la Améliorer l'offre. bonifier. Mhm. Fait que mais je suis là, en général, très, très, très satisfait de cette machine-là ici. Ben, moi, j'ai une proposition d'affaires. Je pense qu'on pourrait partir notre propre business en créant une machine comme ça, mais avec des contenants de riz, de céréales, de trucs comme ça, et Mmh! une grosse quantité d'eau avec Wi-Fi. À distance, j'ai besoin d'une tasse de riz et là, automatiquement, ça fait la job. C'est une super. Comme les machines à café, en fait, qui font tout. Oui, 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 3 réservoirs, Exact. quinoa, pois Hmm. chiches, riz, Couscous gruau. israélien, des trucs comme ça. Oui, tu as vraiment des modes là, pour différents types de différents grains, c'est très, très drôle. L'inconvénient, tu dis ça comme ça, le réservoir, ça prend de la place. Tu sais, c'est l'équivalent d'un Instant Pot, et Ouais, un c'est pas peu petit, plus à ouais. cause du réservoir à côté. C'est une grosse boîte à pain. Ceux qui sont assez âgés pour se souvenir des boîtes à pain, c'est une grosse boîte à pain. C'est un autre appareil électroménager. Si on a déjà Chez café, un comment, une grille-pain, un petit mijoteuse, four, si ben on oui, a c'est ça. déjà un petit four, si on a déjà un paquet de trucs comme ça, c'est un appareil de plus. On s'entend, moi qui adore le riz, j'adore vraiment. Les gens ne me croient pas quand je leur dis que j'aime les patates et le riz, j'en mangerai à tous les repas. Je sais comment faire mon riz presque les yeux fermés. Tu n'as pas besoin d'une machine pour faire du riz. Les gens, ils n'ont pas besoin de machine pour ça. Puis il y a aussi le prix. C'est 300, attends un petit peu, je regarde le prix encore, j'essaie de l'oublier à chaque fois. C'est 340 $ pour la machine. Ouais, c'est quand même premium, hein, on va dire comme prix, on va C'est dire. premium. Tu peux faire de la Mhm. cuisson à la vapeur avec, ce que tu peux faire encore une fois avec un Instant Pot. Si jamais vous cherchez un appareil polyvalent, là, le Instant Pot, il y a un mode pour griller, il y a un mode pour toutes sortes de choses, et tu peux faire du riz avec, et des œufs, et stériliser tes biberons. Ça, c'est vraiment une machine, c'est le cas de le dire, là, pour le cuiseur à grains et à riz et à fèves. Ça le fait merveilleusement bien, mais il faut aimer ça. Si tu es Ouais. une petite famille puis que tu veux que tes repas soient prêts, manger plus santé, puis souvent des riz ou des grains qui demandent plus de temps de cuisson pour qu'ils soient bons, pour qu'ils soient prêts, pour des trucs plus nutritifs. Faut pas oublier que ça se rentabilise vite, hein. Si tu as l'habitude d'acheter des boîtes de pois chiches, Ben, pour les légumineuses, ouais, c'est une façon rapide parce que oui, la différence de prix est là. Puis même pour le riz, acheter une grande quantité de riz sans faire à l'avance. Quand on a une famille, effectivement, de gens qui aiment aussi particulièrement le riz, là, ça marche très bien, effectivement. mmh. Je peux voir Fait que l'intérêt. j'aime beaucoup, beaucoup la simplicité d'utilisation. C'est vraiment magique. Un enfant peut s'en servir. C'est très joli, mais ça prend de la place sur le comptoir. Fait que si on compte pas s'en servir souvent, si on fait pas du riz à presque tous les jours, si on fait pas des fèves à tous les jours, si on fait pas des lentilles Ben oui. ça peut être un achat, On moins trouve ça sur intéressant. les internets, j'imagine, cet appareil. Oui, ben, c'est sur, c'est un appareil de KitchenAid, le cuiseur à grains et à riz de KitchenAid. Écoutez, si vous avez l'occasion de l'essayer, moi j'ai eu le plaisir de l'essayer, mais évidemment, c'est un appareil qui est assez spécialisé là, pour le rentabiliser. Je trouve qu'une machine à café coûteuse, ça, je le rentabilise anytime, mais à moins de faire beaucoup, beaucoup de grains, de fèves, et de riz. Mhm. Plus difficile à justifier quand on peut prendre une simple casserole et un peu d'eau, puis avoir son riz un peu plus mouillé des fois, mais seulement une tasse de riz, une tasse et quelques d'eau, puis tu es en Ouais, voiture. c'est pas de la grande sorcellerie que de faire du riz, effectivement. Ouais. Et c'est ça. L'autre petit détail, le fun, le nettoyage est super facile. Tu as un mode, tu pèses le bouton, puis ça rince l'appareil très facilement. Puis le bac dans lequel le riz cuit est anti-adhésif. Tu peux le mettre dans la machine à laver si tu veux. Moi, je le rince tout simplement, puis Mhm. c'est assez pour le nettoyer, là. C'est bon à savoir. Merci, Pascal. Moi, j'ai cette semaine un appareil qui, en fait, est de la nourriture pour l'esprit. Je vais le dire comme Oui, je ça, pour t'envie. rester dans le thème. Ça s'en vient, ça va être mis en vente le 30 avril prochain, mais ils ont été dévoilés plus tôt cette semaine. 2 nouvelles liseuses couleurs. Pour ceux qui nous regardent, je vais l'enlever, la sortir de son étui parce que l'étui ne veut rien dire. La Kobo Clara Color et la Kobo Libra Color. Celle que j'ai essayée, moi, c'est la Libra Color, Mmh. qui est une liseuse comme toutes les Kobo, mais qui a comme particularité d'avoir un écran e-ink Kaleido 3.
qui, dans le cas de la Libra, fait 7 pouces. La Clara, elle fait 6 pouces, donc plus compacte. Pour les gens qui sont des David lecteurs de livres numériques et qui veulent vraiment savoir la différence, la Clara, essentiellement, tient dans la poche. C'est vraiment ça. C'est un appareil qui se veut beaucoup plus portable. La Libra n'est pas vraiment plus grosse qu'un petit livret, un petit manuel de poche non plus, mais un petit peu plus. Ça ne tient pas dans une poche de pantalon, mettons. Ça prend un sac de transport ou sa main, si on veut la tenir dans sa main, évidemment. On a un appareil, donc je disais, e-ink Kaleido 3. Kaleido 3, c'est la 3e génération d'écran e-ink couleur qui existe depuis quand même quelques années déjà. Là, je me rappelais d'avoir un écran e-ink couleur sur une liseuse de marque coréenne inconnue ici, il y a comme une 12aine d'années. Et là, j'étais en transport dans un avion, je l'ai déposé sur mon siège, mais sur la boucle en métal, et ça a fait fracasser l'écran, et je m'en suis voulu tout ce temps-là ensuite. Ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis ça sur une Kobo, qui est une marque quand même, on va se le dire, grand public, donc plus accessible. Ce qui, à mon avis, c'est un peu l'équivalent de la couleur sur la télé. Là. À partir de là, on ne revient pas en arrière. Je pense qu'à partir de maintenant, même Kindle chez Amazon vont devoir proposer quelque chose en couleur. Kaleido 3, c'est 4096 couleurs différentes qui peuvent s'afficher sur l'écran, essentiellement style un peu papier. Ce n'est pas un écran, c'est pas du cristaux liquide, c'est pas de l'OLED, c'est vraiment une technologie différente, plus mate. C'est une résolution de 300 pixels par pouce en noir et blanc et 150 pixels par pouce en couleur. Donc, ce n'est pas nécessairement fait pour aller dans le super gros détail, mais c'est suffisant parce que essentiellement sur une liseuse qui est en couleur, c'est la pochette des livres qu'on lit. Donc, on ne l'utilise pas nécessairement beaucoup une fois qu'on est dans les livres. Évidemment, si on regarde d'autres formats que des livres, des PDF, de la documentation plus technique, des trucs plus colorés, on peut regarder des bandes dessinées là-dessus si on veut. Là, évidemment, la couleur fait une différence. Il existe différentes technologies d'écran couleur de ce style-là qui ne sont pas tous des e-ink. Il existe 2 ou 3 technologies concurrentes. Il y en a qui sont plus colorées, plus contrastées. Le Kaleido est un petit peu, je veux dire, mat. Ça me rappelle, c'est drôle, mais ça me rappelle quand j'étais petit, il y avait des boutiques où on pouvait acheter des petits jeux, des petits gadgets avec des écrans en ciel qui n'étaient pas rétroéclairés, mais qui étaient couleurs. Ça me rappelle un peu ça en termes d'affichage. Évidemment, il y a un taux de rafraîchissement qui n'est pas très élevé. Donc, ce n'est pas un appareil qui est fait pour regarder de la vidéo ou des trucs, de l'image en mouvement. C'est très statique, mais ça fait très bien la job. Pour lire, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une belle chose. La Libra a un écran de 7 pouces, je l'ai dit, tactile évidemment, mais peut aussi être jumelé au stylet Kobo Stylus 2 pour de la prise de notes. On peut faire nos propres notes, évidemment. On peut aussi gribouiller dans les livres ou les documents numériques qu'on lit sur l'appareil. Donc, ça se veut aussi un appareil de productivité, d'une certaine façon. Et là, il faut être vraiment craqué sur la prise de notes parce que je l'ai essayé, entre autres, dans un livre, un format EPUB où je voulais me rappeler d'un mot que je n'avais pas vu souvent. Malheureusement, la tablette a planté, a redémarré à ce moment-là. Donc, il a fallu que je retourne et je refasse l'opération 2 fois. Et la 2e fois, ça a fonctionné. Donc, je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas entièrement à point. Je ne sais pas si c'est le format du fichier ou est-ce que c'était ce qu'il va y avoir une mise à jour du logiciel. J'ai aucune idée, mais je veux dire, c'est la première fois que je rencontre ça sur un appareil de ce genre-là. C'est un petit bug qui m'apparaissait, ma foi, un peu irritant. Donc, ça, c'est peut-être une limite de la technologie. Sur l'appareil comme tel, il y a 16 gigaoctets de stockage, donc ça permet de stocker du livre en masse. Évidemment, si vous êtes plus du genre à mettre des gros PDF, là, ça va être nécessaire d'avoir plus d'espace, mais c'est pas un frein à quoi que ce soit. Écoute, 16 gigaoctets de fichiers EPUB, c'est genre, je ne sais pas, moi, c'est la bibliothèque du Congrès américain au complet, je n'avais pas figuré. J'exagère un petit peu, Alain, mais un petit peu. Okay. Je vais dire que c'est peut-être pas scientifique comme remarque, mais bon. C'est quand même beaucoup de livres, beaucoup de stockage. Ça se jumelle avec Dropbox, Google Drive pour transférer des fichiers. J'ai trouvé que c'était pas parfait. Je lis des livres numériques depuis longtemps. J'ai genre 2... Ça va être bizarre de dire comme ça. J'ai comme 2 gigaoctets de fichiers EPUB, mais ça veut dire que j'en ai quand même plusieurs centaines, là, et je n'ai pas réussi à synchroniser tout d'un coup par Dropbox ni Google Drive parce que la synchronisation, elle stoppait à des moments. Parce que l'appareil veut sauver sa batterie, donc des fois, ça déconnecte du Wi-Fi, arrête le jumelage. En tout cas, pour échanger un livre ou 2 de temps en temps, c'est pratique, mais pour partir à zéro, je trouve ça un peu laborieux. Évidemment, on peut le brancher à son ordinateur et tout faire ça manuellement à même l'appareil. Il y a aussi le service Overdrive qui est embarqué. Overdrive, c'est un service pour accéder à des livres, surtout de bibliothèques municipales, surtout américaines. Là. Il y a la Bibliothèque et Archives nationales du Québec est de présence sur Overdrive aussi, et quelques bibliothèques, mais ce n'est pas le prêt numérique, qui est un service pas mal plus répandu au Québec. Là. Donc, c'est un plus et un moins en même temps.
Le prêt numérique, lui, est accessible. On peut emprunter des livres à sa bibliothèque municipale à travers le prêt numérique et les mettre sur un Kobo, mais il faut passer par son ordinateur parce qu'il faut passer par l'outil d'Adobe là, qui gère les éditions numériques. Qui demande un petit peu de manipulation informatique qui n'est pas super le fun. Qui n'est pas aussi fluide parce qu'on peut l'avoir il existe des tablettes e-ink Android où on peut juste avoir l'application de prêt numérique directement ou sa tablette ou son téléphone où existe l'application de prêt numérique. Et là, ça se fait tout dans l'application. On n'a aucune manipulation à faire. Kobo, qui était anciennement une marque canadienne et qui est devenue maintenant une propriété de la compagnie japonaise Rakuten, manque un peu là-dessus, me semble, une occasion facile d'aller chercher bien des lecteurs qui, à mon avis, doivent emprunter beaucoup de livres à leur bibliothèque et ils apprécieraient d'avoir une liseuse comme celle-là. Mais c'est peut-être aussi un truc très québécois, puis je dis n'importe quoi, je ne sais pas, mais à mon avis, j'aimerais ça Mon que ce soit. hypothèse, c'est que c'est les bibliothèques. Moi, j'avais contacté la Bibliothèque des Archives nationales, la Banque. Ils m'ont dit, pour des raisons de sécurité, on n'utilise pas. Je dis, non. non. Ouais. Pourquoi vous nous faites passer par le purée de logiciels Adobe connecté, branché dans son ordinateur, alors que toute l'infrastructure est là. Et s'il y a des soucis de sécurité, ils pourraient en parler avec Kobo, ils pourraient ajuster, ils pourraient contribuer. Mon feeling, il y a du... je veux dire ceci. Pour moi, il y a du fonctionnaire pas fin derrière. Là. Ah, c'est sûr qu'il y a un certain niveau de... Oui, exactement. Je dirais ceci, il y a des gens qui ont réussi à créer des petits plugins non officiels pour le système d'exploitation de Kobo. Donc, on peut installer des outils qui ne sont pas nécessairement autorisés par Kobo. Si un programmeur, quelque part, a le goût de hacker ça et de créer un petit prêt numérique à même une liseuse Kobo, je pense qu'il y a un marché peut-être un peu gris, un peu noir là, mais il y a quand même un petit marché intéressant, à mon avis. En tout cas, il y a vraiment un besoin à exploiter, ne serait-ce que strictement au Québec. Il y a aussi sur l'appareil une antenne Bluetooth, donc on peut jumeler des écouteurs pour écouter des livres audio. Il n'y a pas de prise, il n'y a que le Bluetooth, donc on peut le faire que par un casque sans fil. Avoir une liseuse pour des livres audio, je ne pense pas que c'est nécessaire, parce que le concept d'un livre audio, c'est qu'on ne regarde rien. Ou on regarde ailleurs, en tout cas. Tu peux passer d'un à l'autre, non? Mais on peut effectivement... C'est pas ça la beauté? Ça peut être ça aussi, effectivement, mais souvent, les gens, je ne sais pas les gens, mais les gens que je connais qui font du livre audio le font en voiture ou dans des situations où peut-être lire, c'est pas vraiment sécuritaire. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est pas nécessaire d'avoir une liseuse pour le faire. Il y a le service Kobo Plus à 10 $ par mois qui offre des livres numériques je pense que c'est 1,5 million de titres disponibles en emprunt éternel dans ce service à condition de payer, évidemment. Bref, tout ça pour la somme de 250 $ pour la tablette. Il faut payer 35 $ de plus pour l'étui, qui fait que l'appareil est soudain beaucoup plus élégant, parce que ça a l'air d'un livre. Et on peut mettre 90 $ pour le stylet. Et on a toute l'expérience Kobo en un seul appareil. On dit qu'à 250 $, c'est la liseuse couleur la moins chère sur le marché. J'ai tendance à penser que ça doit être vrai parce que je regardais, on en a déjà parlé ici, il y a une compagnie qui s'appelle Books, ou une marque de liseuse en fait, qui s'appelle Books, qui faisait aussi des appareils couleur. Et l'appareil comparable à ça est 450 $, donc quand même pas mal plus cher. Il y a l'avantage d'avoir le système Android avec le Play Store. Donc là, on peut installer des applications, le Kindle, Amazon, même l'application Kobo, et avoir tout ça sur un seul et même appareil. Donc, c'est plus évident, mais ça coûte aussi plus cher. Un défaut de l'appareil Kobo, je parlais de l'application, c'est qu'on peut mettre l'application Kobo sur une tablette, sur un téléphone, n'importe où, mais on peut juste synchroniser la lecture de livres qu'on a achetés sur la plateforme Kobo. Si vous avez vos propres fichiers EPUB et que vous les mettez dessus et que vous les lisez ailleurs à un endroit, vous ne pouvez pas reprendre la lecture sur un autre appareil au même endroit. Et ça, c'est un peu agaçant. Si, comme moi, vous oubliez toujours vos appareils partout et vous utilisez toujours le dernier appareil que vous avez en main pour lire, donc moi, ça me forcerait à revenir à un appareil sur lequel je peux avoir une application comme Google Play Lire ou Kindle, qui ont plein de défauts, là, mais qui permettent de reprendre la lecture de n'importe quel document numérique, là où on est rendu, peu importe sur quel appareil on se trouve. C'est peut-être un peu pointu comme remarque, mais pour les gens qui lisent beaucoup, c'est peut-être une différence. Passer d'un appareil à l'autre, je trouve que c'est la base en 2024 avec les connexions Internet. Hier, j'ai commencé un livre que j'avais continué sur un autre appareil. La synchronisation, c'est pas fait. À un moment donné, il m'a dit « Oh, tu étais à l'autre page dans l'autre appareil, puis j'ai pu passer tout de suite. » Et ça, je trouve ça assez... ça rend la chose plus fluide, effectivement. Bref, Kobo Libra Couleur, c'est peut-être celle des deux que je recommanderais le plus. Elle coûte le plus cher, mais elle m'apparaît plus le fun, un petit peu plus grande en termes d'affichage aussi. Puis le bouton pour changer les pages. Il y a des boutons, oui, sur le côté. On peut le faire avec le doigt parce que c'est tactile, mais il y a aussi deux commandes. Il y a un rétroéclairage sans lumière bleue au besoin. Ça, c'est pratique quand on lit le soir. L'autonomie de la batterie est vraiment longue. On parle de presque 1 mois, donc c'est vraiment pas un souci. Beaucoup de stockage.
Prêt numérique est compliqué. Les couleurs, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires? Ça, c'est l'éternelle question à ce stade-ci, mais je pense que ça va se développer à mesure qu'on va trouver des usages et qu'on va intégrer de la couleur dans les livres maintenant qu'on sait qu'on peut le faire. Et la prise de notes, ben, je vous l'ai dit tantôt, m'apparaît un peu capricieuse par moment. Donc, ça, c'est peut-être un truc à vérifier avant de vraiment adopter la technologie. Mais oui, belle liseuse. Et pour ceux que pour qui c'est important, c'est pas une liseuse signée Amazon, donc c'est pas le géant écrasant du numérique. Mais c'est quand même un géant à sa façon. Rakuten, c'est pas une petite entreprise non plus, mais bon, bref. Pas cher, intéressante si vous cherchez un nouveau livre numérique, une nouvelle liseuse pour des livres numériques. Ça en est une bonne, je vous la recommande. J'ai hâte d'essayer avec des bandes dessinées, voir qu'est-ce que ça donne au niveau de la performance et tout. Ben, on prend plaisir à lire des bandes dessinées sur des écrans plus larges, par exemple. Là, c'est un autre besoin qui se crée. Oui, c'est avec une grande tablette, une bande dessinée, c'est dur à battre. C'est très le fun, mais à l'extérieur, c'est moins chouette. Alain, merci. Ben, ça fait plaisir. J'ai bien hâte de recevoir le Libra aussi. Merci à TELUS, Planète Toaster, Hello Darwin. Merci à Jovaco. Merci à C23, le groupe Cogeco, Claude Hébert, la mise en onde, Jean-Christophe Ouellette aussi, pascalforget.com, vous pouvez me suivre si jamais vous voulez. Je suis hébergé par Planète Toaster. Regardez comment c'est rapide, regardez comment c'est joli. Il faut que je le dise, Planète Toaster, j'ai fait un petit changement sur mon site web avec l'ancienne interface que j'utilisais. C'était compliqué, il fallait que je me connecte avec un éditeur de page, me connecter en FTP, puis c'était pas évident. Dans l'interface de Planète Toaster, j'ai pu changer, créer un fichier, modifier un truc et sauvegarder en moins de 2 minutes. J'étais très impressionné par l'interface de gestion de site web de Planète Toaster. On va leur dire en personne, je pense qu'on les invite. Je pense qu'ils sont sur l'émission la semaine prochaine, justement, les gens de Planète Toaster, pour nous parler un peu de c'est quoi être un hébergeur québécois en 2024. Il y a des bonnes questions à poser. Puis ça, tu le dis bien, c'est prêt pour... En fait, je veux dire ceci, et ce sera tout là-dessus, mais l'hébergement de Planète Toaster est prêt pour le fait divers, le fameux Fediverse, l'espèce de fédération des réseaux sociaux. Je pensais que tu parlais de fait divers. Non, c'est ça, c'est dur à dire. Il y a distinguer en français, mais c'est cette façon de créer des réseaux sociaux qui sont intercompatibles en termes d'authentification. Parce que pour se certifier, par exemple, sur Blue Sky et sur Mastodon, il faut... En fait, eux, ils certifient que tu existes à partir d'une indication que tu ajoutes à ton propre site web. Donc, ça prend un éditeur de page, ça prend un logiciel, souvent FTP, parce que c'est pas nécessairement dans WordPress. Et là, paf, on peut le faire directement avec le tableau de bord de Planet Toaster. Donc ça, j'ai trouvé ça le fun. J'ai essayé ça cette semaine. Et ça m'a certifié sur Blue Sky. C'est le même. Oh, tabarnouche, je vais me certifier sur Blue Sky aussi. On pourrait leur dire ça, on pourrait les remercier la semaine prochaine. On les reçoit ici à une tasse de tech. Entre-temps, on souhaite à tout le monde une bonne semaine. Et soyez sages, soyez prudents. Nous, on continue nos tests de gadgets et on revient la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut!